Je suis secrétaire général du Club France Initiative et je dois d'abord vous présenter les excuses d'Anne qui, comme vous le savez sans doute, mène en plus de ses activités de président du Club France Initiative qu'elle a créé, une activité de député, ce qui peut être parfois prenant, et notamment lorsqu'il y a des rencontres importantes et des commissions qui se tiennent et pour lesquelles elle n'a pas beaucoup de choix d'horaire. Donc, elle a été retenue par un travail en commission des affaires étrangères et elle vous présente toutes ses excuses parce qu'elle a la main sur l'ensemble des travaux que nous menons au Club France Initiative. Le webinaire que nous avons aujourd'hui sur l'enseignement et l'éducation comme levier d'influence de la France suit en fait toute une série de réunions que nous avons eues sur des domaines qui sont extrêmement, ou des thèmes qui sont extrêmement différents, comme le sport, la mer, l'agriculture, la culture de façon générale, ce qui est un thème qui est mieux connu, mais qui a des facettes qui restent à explorer, la recherche, qui sont autant de thèmes qui feront l'objet d'un livre blanc que nous souhaitons publier au Club France Initiative d'ici quelques mois et qui rassemblera un certain nombre de propositions que nous voulons pouvoir faire circuler. Donc c'est dans ce contexte-là que nous aborderons aujourd'hui la question de l'enseignement et de l'éducation comme levier, comme vecteur d'influence. C'est quelque chose qui est assez bien connu et en même temps, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont assez récents, qui sont développés dans ce domaine-là. Alors, je vais pas faire une longue introduction parce qu'en fait, la séance d'aujourd'hui va être animée par Sophie Suberville, qui dirige le Mental Research Institute à Palo Alto, aux États-Unis. Elle nous parle de là-bas. Et je la remercie beaucoup parce qu'il est très tôt. Et je remercie tous ceux qui sont dans des fuseaux horaires où il est très tôt et ceux pour lesquels il est très tard, pour ceux qui sont en Asie, très loin de chez nous. Donc, je vous remercie parce que ça prouve votre attachement à ces thèmes si importants. Et donc, sans plus attendre, Sophie, je vais te laisser la main. Je dis ça parce que m'a gentiment demandé de présenter ma propre expérience comme créateur de l'ESSEC à Singapour, dont je parlerai plus tard. Donc, je passe la main à Sophie Suberville. C'est à toi. Et encore une fois, merci aux lève-tôt et aux couche-tard. Merci beaucoup Christian. Puis merci effectivement à tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont accepté de participer. Je vais vous présenter. Il y a aussi d'autres personnes dans la salle qui, je sais, ont d'expérience en matière d'éducation française à l'étranger. Donc, bien évidemment, sur la fin, on aura un petit peu de questions-réponses. N'hésitez pas à participer. C'est surtout justement une plateforme d'échange pour que nous puissions nous faire remonter, comme le disait Christian dans ce livre blanc, toutes les idées que nous aurons récoltées sur les différents domaines et notamment aujourd'hui sur l'éducation. Je vais présenter nos intervenants aujourd'hui. Alors, on fait ça plutôt, nous, en mode, plutôt que de le faire en webinaire, on le fait plutôt en mode réunion parce que c'est plus sympa. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas nécessairement pin à l'écran, mais je pense que quand ils parleront, si vous voulez les mettre en speaker, vous les verrez plus. Donc, je vais commencer par une amie d'enfance qui s'appelle Lourdes Melgar, qui est née à Mexico, d'un père mexicain à Oaxaca et d'une mère qui est née à Tanger, de parents espagnols. Ils sont arrivés au Mexique en 1942, exilés. Après une licence en relations internationales, tu as obtenu un doctorat au MIT en sciences politiques et tu as travaillé à la mission permanente du Mexique auprès de l'OCDE de 2005 à 2007. Depuis, tu t'es engagé pour l'égalité, le Mexique et le développement durable, en plus d'avoir travaillé très longuement au ministère de l'Énergie au Mexique. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que tu as fait toute ta scolarité au lycée français de Mexico et tu es toi-même mère d'une fille qui vient tout juste de passer son baccalauréat, j'ai cru comprendre avec des très beaux résultats, et qui a rejoint également, comme toi, le système éducatif américain. Donc, nous allons te demander de nous en parler un petit peu. Je vais présenter... peut-être que tu peux, toi, parler pendant peut-être 5 minutes de ton expérience et ensuite je passerai aux autres intervenants. D'accord, d'abord, merci beaucoup Sophie de l'invitation. Bonjour mesdames et messieurs. Ce que je puis vous dire, c'est que pour moi, l'éducation française est toujours été quelque chose de très important dans ma vie, qui m'a grandement marqué. Je pense que le fait que l'éducation française nous donne une culture générale, un esprit critique, l'habilité d'écrire correctement, de penser, et aussi des bases très solides scientifiques. C'est quelque chose de très important pour pouvoir initier une vie académique et professionnelle.
Donc, pour moi, en fait, et en plus, chez nous, à la maison, c'était toujours dit qu'on irait au lycée. Ma mère, sa langue maternelle, c'était à l'origine le français parce elle est née à Tanger, vécu à Casablanca pendant que son père était à la guerre en Espagne. Et donc, bon, le lycée, c'était toujours dit que ça serait ainsi. Et pour ma fille, c'était un peu la même chose. Quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit, écoute, si jamais on a des enfants, ils devront aller au lycée français. Cependant, c'est vrai que il y a eu différentes questions pour lesquelles le choix a été fait de suivre les études aux États-Unis, l'université. J'ai bien fait une année à Sciences Po à Paris et c'était une expérience extraordinaire, ce qui m'a aussi permis de faire le contraste entre l'éducation américaine et l'éducation française. Et aujourd'hui, je suis convaincue que tous les deux systèmes ont de choses très bonnes, très, très valables. Mais je suis sûre que le lycée est sans doute la meilleure formation pour les années de l'enfance et la petite jeunesse. Mais après, je trouve que le système américain offre des alternatives et une flexibilité que je ne vois toujours pas dans le système français. Cela dit, l'influence de la France et de l'éducation française, ce qu'on appelle en diplomatie le soft power français, qu'on reçoit à travers de l'enseignement et de l'éducation française, c'est quelque chose qui fait partie non seulement de ma vie quotidienne, mais je dirais même c'est une partie de qui je suis. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci Mathieu, tu vas réintervenir tout à l'heure, mais merci de partager ton expérience. André, Arana Correo do Lago, j'adore votre nom. Vous avez fait des études en économie à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, où vous avez entamé une carrière diplomatique. Vous avez été en poste à Madrid, Prague, Washington, Buenos Aires, Tokyo, Bruxelles, et vous êtes aujourd'hui ambassadeur du Brésil en Inde et au Bhoutan. Vous avez été scolarisé dans les lycées français à l'étranger et avez vous-même, comme on a échangé l'autre jour, scolarisé vos enfants dans les lycées à travers le monde, Rio, Bruxelles, Tokyo, Montevideo, pour n'en nommer que quelques-uns. J'aimerais également vous demander quelle influence a eu cet enseignement pour vous et pourquoi ce choix? Pourquoi vous pour vous et pourquoi pour vos enfants? Merci. Et vous êtes en... Ah, voilà, pardon. Alors, bonjour, merci beaucoup. C'est vraiment très sympathique d'être ensemble avec vous tous pour discuter ce thème. Mon expérience est un peu celle de Lourdes, c'est un peu les mêmes raisons. Mon père était diplomate et brésilien, ma mère brésilienne également, mais ils ont décidé que leurs 5 garçons feraient toute leur scolarité dans des lycées français, c'est ce qu'on a fait. Et mes 4 enfants, donc, comme vous l'avez dit, Sophie, ont eu la même expérience. Je crois que peut-être j'aimerais contribuer un petit peu à cette discussion en rappelant un peu la différence que je vois entre ma génération et la génération de mes enfants. Dans ma génération, on l'a perdu. On l'a perdu. OK. Donc ça, c'est les aléas d'Internet. Ce que je vais faire, c'est... Christian, normalement. C'est toi qui... de se reconnecter. Vincent, est-ce que tu as une capacité d'action là-dessus? J'ai vu qu'il y avait un iPhone connecté, mais je ne sais pas de qui il s'agit. Non, je n'ai pas de... On va voir. Est-ce qu'on peut lui envoyer un petit message? Oui, je pense qu'il voilà, il y a quelqu'un qui se connecte. Ah, voilà, vous êtes là, monsieur l'ambassadeur. Je crois qu'il y a eu une petite influence. Alors, dans ma génération, évidemment, c'était très différent parce que la France était très présente, cinéma, musique, comme Lourdes a dit, le soft power français à l'époque
était très différent d'aujourd'hui. Et l'idée du lycée français, c'était justement de permettre à des enfants de tous les pays du monde d'étudier dans disons, un groupe de personnes très diversifiées, racialement, religion, sociale. C'était ça qui était extraordinaire dans le lycée français. C'est que c'est ce que mes parents trouvaient qui était très, très important. Nous avions des amis de tous les pays du monde, de toutes les religions, on ne faisait absolument aucune différence et c'était assez génial. Et d'une certaine façon, les lycées, je crois, à mon époque, dans les années 60-70, étaient, par exemple, dans un pays comme le Brésil ou comme l'Uruguay ou dans d'autres, c'était aussi une façon d'assurer la présence de la France auprès d'une certaine élite de ce pays. Le mot élite est très dangereux, c'est très compliqué, je ne vais pas rentrer dans des définitions, mais disons que, évidemment, le fait que les personnes qui allaient gouverner le pays, allaient diriger des entreprises, allaient rentrer dans l'académie, etc., le fait que la France soit très présente était, je crois, un objectif politique de la France qui était très important. J'ai l'impression que ce n'est plus vrai aujourd'hui. Je vois que malheureusement, l'impression, par mon expérience avec mes enfants, c'est que les lycées français sont devenus beaucoup plus bureaucratiques, dans le sens d'être beaucoup plus dirigés aux ressortissants français, aux fonctionnaires des ambassades françaises, des consulats français, beaucoup moins que pour attirer les personnes qui pourraient influencer les pays de façon favorable par rapport à la France. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'amis au Brésil et dans d'autres pays qui sont ou moitié français ou qui ont étudié dans des lycées français et qui ne veulent plus que leurs enfants étudient dans les lycées français. Et pourquoi? Et là, évidemment, je n'ai pas les réponses, mais je voulais un peu vous dire aujourd'hui cette préoccupation, parce que moi, je défends l'enseignement français. Je trouve que l'éducation de mes enfants a eu beaucoup plus de qualité que de problèmes d'avoir suivi toute leur scolarité dans le lycée français. Mais c'est très impressionnant que même les enfants de mes copains français au Brésil ne mettent plus leurs enfants dans les lycées français. Et quelle serait cette raison? Je crains que c'est un peu, il n'y a pas un effort des lycées, et j'ai déjà participé, j'étais dans les conseils de la EFE, etc. J'ai fait tout ce qui était possible pour travailler de façon la plus favorable possible à que les lycées marchent bien, par exemple à Brasilia. Et le fait est que, étrangement, il y a un problème. Je ne peux pas le définir. Je participe de cette discussion un peu comme une provocation parce que je suis un grand fan de l'éducation française. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais vous dire. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui font que les élites, de nouveau, je répète, ce mot est très dangereux, mais quelle est la raison pour laquelle les élites de plusieurs pays ne veulent plus que leurs enfants étudient dans les lycées français? Et voilà, c'est plutôt une provocation, mais j'espère que ce soit une provocation avec que vous compreniez que c'est une provocation d'amitié. Oui, alors je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, parce que vous et moi, on en a un petit peu parlé. Et là, je voudrais passer la parole justement à la personne qui est derrière
ce qui se passe dans les lycées, parce que je pense que l'expérience que vous avez, qui est tout à fait réelle chez vous, est peut-être un peu différente dans le lycée de Mexico, dans le lycée justement de San Francisco. Et effectivement, il y a une perte de vitesse, ça on en a discuté vous et moi, et j'aime bien que vous provoquiez, parce que c'est pour ça justement qu'on est ici ensemble aujourd'hui. Et donc maintenant, pour répondre peut-être un petit peu à ça et expliquer l'autre côté de la médaille, avant de passer aux études supérieures, donc à M. Koenig et à la personne à Campus France, je suis désolée, je viens d'oublier votre nom, M. Silti. Dites-moi, vous êtes en mute. Est-ce que je peux bien prononcer votre nom? Oui, tout à fait, c'est M. Silti. Silti, pardon. Donc, je vais passer maintenant la parole à M. Emmanuel Texier, qui est donc proviseur du lycée de San Francisco depuis 2017, qui a, en plus de beaucoup de choses qu'il fait, mais a travaillé en Australie comme proviseur du lycée franco-australien. Il a également été directeur du centre de formation franco-chinois au métier de l'énergie. Il est également parent d'élève d'un enfant scolarisé dans le système éducatif français à l'étranger. Et donc, Emmanuel a cette expérience peut-être un petit peu dont vous parliez tout à l'heure, André, c'est-à-dire que faire, comment faire pour attirer les élèves dans son lycée, qu'est-ce qu'ils mettent en place. Et j'aimerais donc, Emmanuel, vous passer la parole pour que vous nous parliez de votre expérience en tant que directeur d'un établissement, proviseur d'un établissement français à l'étranger. Merci Sophie, merci. Bonjour à tous et merci pour cette opportunité. Moi, je suis toujours ravi d'échanger sur les lycées français à l'étranger et l'enseignement français à l'étranger en général. Alors, vous venez d'ouvrir un large débat qui est un petit peu au cœur de notre action aux États-Unis, parce qu'on est dans un contexte quand même un petit peu, même fortement concurrentiel, et où effectivement je ne sais pas si on peut parler de perte de vitesse, mais en tout cas, on voit que la concurrence est effectivement vraiment marquée. Alors, dans les atouts des lycées français à l'étranger, pour moi, ils sont relativement évidents et clairs. Hein. On parle toujours d'excellence, on parle de diversité. Souvent, on entendra le mot rigueur qui revient un petit peu et qui commence à prendre parfois d'ailleurs, et notamment aux États-Unis ou dans un contexte anglo-saxon, une connotation négative. Donc ça peut être à la fois positif, évidemment, pour tout le vrai sens du mot rigueur, exigence, travail, réussite, etc. Mais dans un contexte anglo-saxon qui est fortement marqué d'une culture qui a démarré dans les années 70, de bienveillance, cet aspect rigueur vient s'opposer au mot bienveillance, ce qui n'est pas du tout vrai en réalité. Et nous, notre travail un petit peu sur le terrain, c'est justement d'essayer de casser des représentations d'un système éducatif français qui peut paraître, qui n'est pas, mais qui peut paraître archaïque ou vieillot ou dépassé par rapport à d'autres institutions qui ne sont pas des institutions, d'autres entreprises plus privées, telles que l'IB par exemple, qui vient se positionner comme quelque chose de moderne avec derrière beaucoup d'argent, un service de communication très fort qui peut-être attire différemment les familles. Je n'ai pas du tout la réponse sur des raisons de tous ces changements. Ça, c'en est probablement une parmi d'autres. Mais l'enseignement français reste quand même encore très valorisant et très valorisé et représente quelque chose de fort pour beaucoup de familles. La preuve est que notre lycée français à San Francisco est quelque part un bel exemple de l'évolution. Il a été créé il y a un petit peu plus de 50 ans par un groupe de parents qui voulaient vraiment un lycée français, et par opposition à un autre lycée qui est toujours franco-américain. Et de ce lycée très français, on a bien vu que il y a eu une évolution en 50 ans et que la culture locale, l'enseignement de l'anglais, le bilinguisme, le multilinguisme ont pris une part beaucoup plus importante qu'elles ne pouvaient avoir dans le passé. On a aussi un autre phénomène qui est très intéressant qu'on voit beaucoup aux États-Unis, et peut-être, Monsieur l'ambassadeur, ça fait un peu référence à ce que vous mentionniez. Nos propres familles françaises, quand elles arrivent à San Francisco, recherchent parfois une expérience différente et n'ont plus peur de mettre leurs enfants dans un autre système éducatif. Donc, on a notamment des populations expatriées qui arrivent et qui se disent françaises, et qui se dit, tiens, je suis là pour 4 ans,
pourquoi est-ce que je ne mettrais pas mes enfants dans le système américain? Ils ressortiront parfaitement bilingues, anglophones, ils auront eu l'expérience d'un bain culturel complètement différent. Et ça, c'est quand même quelque chose d'un petit peu nouveau. Quand on voit un peu l'histoire des lycées français à l'étranger, qui ont quand même été montés principalement pour servir une population française et la diplomatie française, évidemment servir l'influence de la France à l'étranger, on a ce phénomène nouveau où on a même maintenant des diplomates qui arrivent et qui disent je sais pas, j'hésite, peut-être que je pourrais aller voir pour 1, 2, 3, 4 ans dans le système américain. Donc nous, on a changé un petit peu notre positionnement et on essaye de bâtir un peu notre offre éducative sur 2 cultures très fortes, la culture française, la culture américaine. On n'est pas un lycée international au sens où on ferait un espèce pardon pour l'expression, c'est certainement pas du tout adapté, mais un genre de fast-food ou de McDonald's de l'éducation qui reprendrait des petits morceaux de ci, de là. On reste très, très attaché, évidemment, à l'enseignement français et c'est le cœur de notre métier, mais on essaye dedans d'y mettre des éléments qui peuvent intéresser nos familles françaises de culture américaine. Et quand on parle de culture américaine, ça représente en fait beaucoup du décor. Pour une famille française, l'idée de l'enseignement à l'américaine, c'est la cérémonie de remise des diplômes en fin d'année sur un stade, enfin des choses un petit peu comme ça, qui finalement n'entament absolument pas le cœur de notre métier, qui est l'enseignement français, le développement et les programmes français, mais qui donne un petit peu un décor qui plaît aussi aux familles américaines. Et on voit bien qu'on a un changement quand même assez marqué de population dans notre établissement, puisque donc on commence à la toute petite section à 2 ans, on termine en terminale vers 18 ans, et on voit que sur la fin, donc sur les niveaux collège et lycée, on se retrouve avec une population plus française, mais que les petits niveaux, on a une population qui devient quand même fortement américaine, avec, on parlerait plutôt de 60% de français sur le niveau lycée et plutôt 50%, voire 45% sur le niveau on va dire de la maternelle, CP, CE1. Donc on voit ce changement, cette petite évolution progressive, mais il faut pas se leurrer, hein. On est dans un secteur qui est fortement concurrentiel, on le voit à San Francisco, aux États-Unis en particulier. Alors la situation que je décris, elle est quand même pas du tout la même selon les endroits. Ce que j'ai pu vivre à Canberra était complètement différent en Australie. Canberra, une ville principalement de fonctionnaires, d'ambassades, où on avait du coup une vraie appétence pour le lycée franco-australien, surtout au niveau, les deux points forts, c'était le bilinguisme. Donc là, c'était absolument vraiment le point numéro 1. Et puis après, la deuxième chose, comme c'était une ville avec beaucoup d'ambassades, le fait d'avoir ce réseau d'écoles de plus de 500 établissements dans le monde qui permettait à tous ces diplomates de se déplacer d'un pays à l'autre sans avoir à changer leurs enfants de système éducatif. Ça, j'en ai eu en tant que parent la démonstration très très nette, puisque mes enfants ont fait leur scolarité en France, puis à Pékin, puis en Australie, et ont fini à San Francisco. Et c'était absolument formidable, parce qu'il n'y a eu absolument aucune transition. On est passé d'un niveau à l'autre avec le programme qui continuait, la même structure, le même cadre, et c'était extrêmement rassurant pour les enfants. Donc on a à la fois des atouts et puis des challenges. Des choses qui arrivent, un monde qui évolue et dans lequel il faut aussi que probablement l'enseignement français à l'étranger s'adapte, avec parfois des questions de lisibilité. On a tendance à ramener aussi des débats franco-français à l'étranger qui sont absolument incompréhensibles pour un public américain. Je me souviens un long débat, un collègue australien qui est parti pour prendre la direction du lycée français du lycée international de Los Angeles, donc qui est un lycée français également. Et je me souviens quelques semaines après avoir pris son poste, il m'appelle un petit peu dépité. Il me dit: Emmanuel, explique-moi quelle est la différence entre la MLF et la EFE.
Et ça, c'est vraiment typique d'un débat un peu franco-français qu'on retrouve après et qui se déploie sur des populations locales qui comprennent absolument pas. Et j'ai passé, je pense, plus d'une demi-heure à essayer de lui expliquer qu'il n'y avait pas forcément une différence, mais que les deux entités n'étaient pas les mêmes. Et je ne suis pas sûr qu'il ait encore compris plus de 5 ans après. Et je ne suis même pas sûr de tout bien encore comprendre non plus. Mais voilà, donc ça, c'est juste un petit exemple. Mais on a tendance parfois en France à importer nos débats, voire notre jargon, sur des populations locales qui, elles, ont affaire à une offre éducative qui est parfois assez lisible et très claire. Hein. Ce que propose l'IB, et sans aucun jugement sur la qualité ou les défauts, est une offre qui, en apparence en tout cas, est très léchée, très bien faite, avec un service marketing qui gère ça de façon de main de maître, et puis des rentrées d'argent aussi, puisque c'est une entreprise privée, et donc ça leur permet d'être assez bien positionné sur le marché. Et c'est certainement un des challenges qu'on aura à relever dans les années à venir. Je pourrais parler encore très longtemps, Sophie, donc il faut m'arrêter. Hein. En fait, vous faites une belle transition parce qu'on va passer là justement aux études supérieures et on en a discuté avec les uns et les autres. Il y a effectivement ce problème de marketing de l'éducation, cette compréhension anglo-saxonne que c'est un service qui se vend, et cette idée plus effectivement française, c'est quelque chose qu'on doit avoir quand on est citoyen, on a le droit à l'éducation, et l'éducation ne se marchande pas comme ça se passe dans certains autres pays, ce qui fait que, comme ils sont capables effectivement de faire des très beaux packagings parfois, les gens sont invités à aller plutôt chez eux que chez nous. Et donc maintenant, je voudrais passer un petit peu aux études supérieures, enfin aux personnes qui sont dans les sphères du supérieur. Et on va commencer par une personne qui a beaucoup travaillé en tant que, moi j'avais dire enseignant, donc du côté plutôt de l'usager. Et puis ensuite, on passera à Campus France pour essayer de nous expliquer comment ça fonctionne. Donc, Christian, qui est donc aussi cofondateur du Club France Initiative, qui a très gentiment accepté de participer, a été professeur à l'ESSEC pendant 35 ans. Tu as également dirigé la grande école, les programmes Grande École et BBA. Tu as créé et dirigé le campus Asie-Pacifique de Singapour. Et à la fin de ta carrière, tu as été directeur des affaires internationales et directeur exécutif du Counseling on Business and Society, une alliance internationale d'écoles qui promeut un management responsable. Donc, je pense, Christian, que tu touches un petit peu du doigt cette espèce d'hybride, de système un peu hybride, en prenant le meilleur des deux mondes. Donc, si tu pouvais un petit peu nous en parler. Merci, Sophie. Je voudrais dire en préalable que en fait, moi, je partage une caractéristique avec quelques-uns d'entre vous. J'ai étudié dans les lycées français à l'étranger ou dans des écoles françaises ou franco quelque chose à l'étranger parce que mon père était diplomate aussi. Donc, c'est une caractéristique partagée par quelques-uns d'entre vous ce matin ou cet après-midi ou ce soir selon l'endroit où vous êtes. Et mes enfants, comme j'ai également enseigné en Italie et quand j'étais en année sabbatique et à Singapour, mes enfants ont étudié au lycée français de Milan et au lycée français de Singapour, qui représentent deux choses extrêmement différentes de ce point de vue-là. On ne va pas peut-être revenir trop longtemps là-dessus. Mais par exemple, le lycée français de Milan ressemble un petit peu à ce que vous décriviez, Emmanuel, sur le lycée français de Canberra. Le lycée français de Singapour ne ressemble absolument pas ni à celui de San Francisco, ni à celui de Canberra, ni à celui de Milan, pour la simple raison que la loi fait qu'un jeune Singapourien ne peut pas étudier dans une école internationale, non singapourienne, sauf s'il est franco-singapourien, etc. Et c'est la même chose dans un certain nombre de pays. En Chine, par exemple, je crois que c'est très compliqué également. Donc, je ne vais pas faire un long développement là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai vécu cette évolution que décrivait l'ambassadeur tout à l'heure et ce que décrivait Emmanuel il y a un instant. Alors, je voudrais peut-être on garde aussi un petit peu de temps sur ces questions du niveau scolaire, c'est-à-dire le primaire et le lycée,
parce qu'on a Fabien Levet qui est à Tokyo, qui est avec nous, c'est tard ce soir à Tokyo, et qui lui a une expérience un petit peu différente. Il faudrait qu'on garde un petit peu de temps pour demander à Fabien comment il voit ces questions qu'on vient d'aborder, encore une fois, pour ce qui concerne l'école, parce que c'est une expérience intéressante. Alors, moi, mon expérience dans le domaine de l'enseignement supérieur est aussi un petit peu particulière. Est-ce que je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas phénoménalement courant, quoi. C'est-à-dire en fait le développement d'un campus international. Alors, j'évoquerai le recrutement d'étudiants à l'étranger, mais Nabil tout à l'heure en parlera beaucoup plus longuement. Ça c'est la mission. Je voulais dire que dans l'enseignement supérieur, l'internationalisation est un phénomène qui est beaucoup plus récent. On parle de quelque chose qui s'est développé, on va dire, ces 20 dernières années, guère plus en réalité. Alors ça s'est passé de plein de manières différentes, par l'internationalisation des corps enseignants dans certains cas, la naissance des programmes européens pour les pays européens, le recrutement loin de nos bases, notamment avec la création de ce qui ne s'appelait pas encore Campus France à l'époque, et puis dans certains cas, comme ça a été le cas de l'ESSEC, par la création de campus à l'étranger, la création d'un campus à Singapour. Alors, moi, ce que je pourrais dire qui est peut-être différent de l'expérience des lycées ou des écoles françaises, ou franco ceci, franco cela, c'est que dans le cas de l'enseignement supérieur, encore une fois, l'expérience est brève, mais elle nous apprend un certain nombre de choses. Et plus précisément sur le cas d'un développement d'un campus à l'étranger, alors aujourd'hui le campus de l'ESSEC à Singapour, il marche bien, il est gros, il est très beau, et il est peuplé et rempli d'étudiants qui viennent de la région asiatique, qui viennent parfois d'Europe aussi, avec des profs qui viennent d'un peu partout dans le monde. Il y a des Asiatiques, il y a des Chinois, il y a des Singapouriens, des Coréens, Australiens, mais il y a aussi des Européens et quelques Français, mais finalement pas beaucoup de Français dans l'ensemble de la structure sur place. Donc c'est une expérience en fait qui a pris du temps. Je vais revenir sur ce point-là. Ma première expérience sur le développement de l'ESSEC à Singapour, et c'est vrai, je pense aussi pour le recrutement d'étudiants internationaux pour nos différents campus, qu'ils soient à Singapour ou en France ou au Maroc, où l'ESSEC a développé un autre campus. C'est une expérience d'humilité d'abord, parce qu'on peut être connu dans le domaine académique, dès lors qu'il est nécessaire d'aller recruter des étudiants ou de développer des programmes pour des entreprises, la notoriété académique ne suffit pas. Si je vous demandais spontanément de me citer 3 universités coréennes ou 3 universités japonaises ou 3 universités brésiliennes, ça serait sans doute un petit peu difficile, et pourtant je m'adresse à des connaisseurs aujourd'hui. Donc, là où on avait une grande expérience et une grande notoriété académique, bien, pour aller recruter des étudiants, c'est une autre affaire. Donc, c'est une expérience qui demande beaucoup d'humilité. Le deuxième point qui est important en termes de positionnement, et c'est peut-être un point que Nabil reprendra tout à l'heure, c'est qu'il faut identifier des points forts sur lesquels on va attirer des gens. Les points forts, ils peuvent évidemment être dans les contenus. On voit que la France brille dans un certain nombre de disciplines et sont reconnus pour ça. Mais il y a peut-être ces autres aspects un peu plus soft que vous avez évoqués les uns et les autres, sur lesquels il faudra revenir. Alors, il y a des aspects de contenu, il y a des aspects de contextualisation dans le domaine, dans l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup de domaines d'enseignement pour lesquels l'adaptation au contexte local est tout à fait essentielle. C'est vrai en particulier des sciences sociales, c'est peut-être moins vrai de la physique et de la chimie ou des choses comme ça, ou des sciences de l'ingénieur, mais en tout cas dans les sciences sociales et dans le management, c'est tout à fait important. Donc, vous voyez que l'équilibre entre avoir des compétences très spécifiques, comme vous pouvez l'avoir par exemple l'ESSEC dans le domaine de la finance ou dans le domaine de la gestion des marques de luxe, demande une capacité d'adaptation au contexte local. Ça demande un temps d'apprentissage, et là aussi, ça demande du temps. Et puis, dans les autres points forts, alors c'est plus vrai dans l'enseignement supérieur que dans l'enseignement primaire et secondaire, il y a un phénomène qui joue un rôle tout à fait essentiel, en tout cas en Asie, c'est les classements. Et les classements, ils peuvent être soit des classements d'institutions, la visibilité de pays, comme les classements, ce qu'on appelle le classement de Shanghai, ou des classements beaucoup plus précis sur le classement des business schools dans le monde et des programmes en management. Et de ce point de vue-là, quand vous êtes bien classé, évidemment, ça aide beaucoup, et il faut prendre le temps d'identifier ce qui va bien, comment vous allez pouvoir utiliser ces classements de manière efficace. Le troisième point, après cette question au fond de notoriété et d'humilité et de celle des points forts qu'il faut identifier, c'est celle des soutiens.
Il se trouve qu'à Singapour, l'État a une politique d'attraction d'institutions internationales pour s'implanter, ou avait une politique d'attraction. C'est dans ce cadre-là que l'État nous a soutenus dans notre implantation à Singapour. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut un réseau de vrais partenaires, y compris de partenaires académiques qui sont autant de portes d'entrée. On a développé, dans mes premières années à Singapour, un programme de formation pour des cadres coréens en Corée. C'était une drôle d'aventure. Je n'aurais pas pu le faire si on n'avait pas eu un vrai partenariat de double diplôme avec Seoul National University, qui est une université de très, très grand renom en Corée, qui a beaucoup facilité les choses et ce qui me permettait à l'ESSEC d'amener un type de programme que cette université n'offrait pas. Et ensemble, on a pu faire quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire, en fait, séparément. Donc, il faut trouver le bon réseau de partenaires qui ne soient pas concurrents et qui aient intérêt à ce qu'on ait à travailler avec eux. Le quatrième ingrédient, au-delà de ça, c'est le temps. Tout ça prend du temps, en fait. On le verra dans le recrutement des étudiants internationaux. Encore une fois, c'est un phénomène qui est assez récent. Ça a pris du temps de créer le réseau d'abord EduFrance, puis Campus France, de recruter, de diversifier les sources de recrutement vers de nouveaux pays. Alors, je pense que David en donnera plus de détails tout à l'heure, mais tout ça, ça prend du temps de développer un tissu de relations, de construire un campus comme l'ESSEC à Singapour. On a commencé par un tout petit campus, maintenant c'est un grand campus très visible. Et encore une fois, il est plutôt très réussi, tous les goûts sont dans la nature, mais il a fallu 8 ans pour qu'on passe d'un petit campus à un vrai campus visible, installé, parce que construire un campus, c'est risqué, c'est coûteux, et donc ça demande des moyens qui ne sont pas toujours faciles à rassembler. Mais le temps joue aussi sur une autre dimension qui est tout à fait essentielle. Je ne sais pas si elle est vraie pour l'enseignement primaire et secondaire, vous le direz tout à l'heure, mais un point clé dans le succès du recrutement et du soft power, c'est évidemment les anciens, c'est les diplômés. Alors, on est passé d'un système où il y a 20 ans, 90% des diplômés des institutions françaises, c'était des Français. Et puis, graduellement, on est passé à un système qui était très, très différent, où les diplômés internationaux sont de plus en plus nombreux. Mais il va falloir du temps pour que ces diplômés internationaux gagnent en visibilité y compris dans leur propre pays. Donc, il faut être patient, il y a beaucoup d'inertie, mais le temps peut jouer en notre faveur si on sait l'utiliser. Et ça, c'est mon dernier point. Je pense que un des grands défis qui attend les institutions françaises, qu'elles veuillent recruter en France ou qu'elles s'établissent à l'étranger, c'est continuer à faire vivre la relation avec les diplômés. Une fois qu'on est diplômé, ceux qui sont ou qui ont été étudiants dans des institutions américaines, comme on en a quelques-uns aujourd'hui, et c'est mon cas aussi, savent que ces institutions sont très, très habiles dans le maintien d'une relation qui fait qu'on garde une fierté d'appartenance à l'institution qui vous a formé. En France, en Europe, d'une façon générale, peut-être les Britanniques sont un peu meilleurs, mais en Europe continentale, on n'est pas très, très bon sur ce plan-là. On a essayé plusieurs choses, mais là aussi, il faut apprendre à combler ce vide entre l'institution et les gens qu'elle a diplômés, et en particulier pour ceux qui sont loin et avec lesquels il est particulièrement important de conserver ce lien, parce que c'est eux qui porteront cette visibilité à l'international dans quelques années. Alors, les institutions françaises n'ont pas et n'auront, je crois, malheureusement jamais les moyens d'une université comme Harvard, qui a une dotation de 42 milliards de dollars qui vient essentiellement de ses anciens élèves. Alors, on n'est pas là. Mais vous voyez on parle de Cuba, mais qui a un potentiel qui est tout à fait considérable. Et je pense que les témoignages de notre ami en Indonésie, que je vois apparaître, et nos amis notamment au Japon, en Indonésie et au Brésil, seraient tout à fait intéressants de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Merci pour tous ces éléments. On va maintenant passer la parole à Monsieur Nabil Msilti, qui est directeur adjoint de la communication à Campus France. Campus France, pour ceux qui ne le savent pas, est un établissement public qui est chargé de la promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger et de l'accueil des étudiants et des chercheurs étrangers en France. Cet établissement encourage la mobilité internationale, il gère les programmes de bourse et il anime également le réseau des alumni dont parlait Christian. Donc, Monsieur Msilti, si vous voulez un petit peu nous parler, peut-être faire un petit peu un lien entre tout ce qui vient d'être dit. Nous allons ouvrir ensuite au débat parce que je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites et sur lesquelles on aimerait nos solutions, nos expériences.
Je vous donne Merci beaucoup, Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, pour commencer, notre directrice générale, Béatrice Cariat, vous prie de l'excuser. En raison d'un conflit d'agenda, elle n'a pu être présente avec nous aujourd'hui pour faire cette présentation. Je souhaitais, en fait, dans la continuité de ce qui a été dit par M. Tessier et M. Koenig, vous dire effectivement que le marché de l'éducation est très concurrentiel. La France aujourd'hui est en 6e position, la 6e destination des étudiants internationaux. Je reviendrai très rapidement sur les chiffres dans un second temps. Dans le monde, il y a aujourd'hui 227 millions d'étudiants, parmi lesquels 5,6 sont en mobilité. Un étudiant sur 2 en mobilité dans le monde est originaire de la zone Asie-Océanie. À cela, je peux vous dire que 2,4 millions d'étudiants en mobilité concernent la zone Europe. Voilà. Je disais tout à l'heure qu'on est en concurrence. La France est 6e avec plus de 229 000 étudiants internationaux recensés selon les statistiques UNESCO 2018. Derrière les États-Unis, près d'1 million, le Royaume-Uni, un peu plus de 450 000, l'Australie, 444 000, suivi par l'Allemagne, 311 000 et la Russie, 262 000. Voilà, tout ça pour vous dire que cette concurrence mondiale fait qu'il y a de nouveaux pays qui sont rentrés dans le paysage, dans le top 10, comme la Turquie et l'Australie, qui a devancé et l'Allemagne et la France très récemment. Il y a dans les derniers classements, la France et l'Allemagne précédaient l'Australie, grâce à des leviers justement d'attractivité et que vous avez commencé à énumérer. Je peux vous dire que le gouvernement français en 2018 a lancé une stratégie Bienvenue en France qui, pour ce qui concerne l'attractivité d'enseignement supérieur, consistait à lancer une campagne de communication destinée à rendre plus visible l'enseignement supérieur et la recherche français. Cette campagne a été confiée à l'agence Campus France et il a été décidé de mettre en place le label Bienvenue en France qui qualifie la qualité de l'accueil, puisqu'il a été considéré que les conditions d'accueil du campus, dans l'enseignement, etc., étaient très importantes. Donc voilà, ce label a été mis en place et a donné lieu au lancement d'une campagne en 2019 qui a été freinée par la pandémie en mars 2020, comme vous le savez. Parmi les leviers que vous évoquiez tout à l'heure et qui font partie un peu de la stratégie Bienvenue en France, c'est le renforcement des formations en anglais. En fait, la France a un retard dans l'offre de formation en anglais à destination des étudiants non francophones. Le prérequis maîtriser la langue française pour venir en France est quelque part dépassé. Les étudiants devaient pouvoir être en mobilité. Nous avons par exemple une stratégie qui est déployée en ce moment pour attirer de plus en plus d'étudiants indiens et la maîtrise de la langue ne devrait plus faire partie des prérequis. Donc, on doit pouvoir accueillir des étudiants internationaux dans des formations en anglais. Campus France a recensé un catalogue d'offres de formation des établissements français qui totalise à peu près 1600 offres de formation enseignées en anglais en France. Je pense aussi, dans le cadre des leviers qu'a évoqué M. Koenig, effectivement, la remontée dans les classements internationaux, c'est très important. Le classement Shanghai, par exemple, récemment a été publié et dans le classement thématique Paris-Saclay se classait pour la 2e année consécutive première université dans le domaine des mathématiques dans le monde. Donc c'est une fierté et c'est une belle visibilité que donne cette université à l'enseignement des sciences en France. D'autres classements montrent aussi l'excellence des écoles de commerce, de management. Je n'y reviens pas, ça a été cité effectivement par Christian tout à l'heure. Le réseau France Alumni, 2 mots, c'est un réseau qui a été lancé en novembre 2014 avec 10 pays expérimentateurs. Aujourd'hui, il est déployé dans 125 pays dans le monde et il totalise plus de 350 000 membres nécessairement formés dans l'enseignement supérieur français. Et c'est un vrai levier d'influence puisque ce sont des ambassadeurs de l'enseignement supérieur français. Ce qu'essaye ce jeune réseau social, parce que on a fêté les 6 ans l'année dernière, il souhaite renforcer le sentiment d'appartenance de ses alumni
à leur établissement par le canal, bien sûr, des associations d'anciens, mais surtout, en fait, créer du lien avec les structures, l'administration, les entreprises françaises, puisque le réseau social intègre un écosystème constitué d'établissements d'enseignement supérieur français, d'entreprises partenaires qui seraient désireuses ou intéressées par les profils multiculturels de ces diplômés. Et pour finir, je terminerai avec un point aussi qui vient d'être souligné, le développement dans le cadre de la stratégie Bienvenue en France. Le gouvernement a souhaité le développement des campus délocalisés, notamment après le discours de Ouaga, et ainsi sont nés des campus franco au Sénégal. Je cite le campus franco-sénégalais, le hub en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Merci beaucoup, Nabil. Alors moi, j'ai une petite question, ce qui m'a un petit peu interpellée dans ce que vous avez dit. Je vous remercie et je trouve très intéressant. C'est, alors, quid de la langue française dans tout ça? Parce que donc après, il y a tout un autre domaine, c'est celui de la francophonie. Pour avoir échangé justement avec Lourdes Melgar et d'autres anciens du lycée de Mexico, effectivement, il y a de plus en plus de besoin de parler anglais pour pouvoir intégrer les grandes universités. Est-ce qu'il y a aussi dans l'idée de Campus France de quand même faire intégrer la langue française ou faire apprendre la langue française à ces jeunes, par exemple, dans le cas de ces jeunes Indiens, est-ce que c'est quand même un requisite, j'ai envie de dire, dans leur parcours universitaire ou pas du tout? Je vous confirme, c'est tout à fait le cas. L'offre qui est faite, c'est une des formations, notamment, je prends un exemple très concret, un pourcentage très important de la mobilité des étudiants en provenance de Chine vient dans le cadre d'un programme suivi d'une formation diplômante, programme FLE, français langue étrangère, suivi d'une formation diplômante. Donc c'est un modèle qui est dupliqué dans d'autres pays, je pense au Japon par exemple, il y a un programme de mobilité d'étudiants japonais, mais ce qui peut naturellement, me semble-t-il, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, c'est la non-maîtrise de la langue du pays d'accueil peut constituer un frein à cette mobilité. Naturellement, bien sûr, les étudiants du Maghreb, d'Afrique subsaharienne et des pays francophones auront plus de facilité à postuler sur des établissements en France, en Belgique, au Canada, comme le feraient des étudiants originaires de pays anglophones pour le Royaume-Uni, pour l'Australie et pour les États-Unis. Donc, je pense que la langue, certes, est un élément déterminant, mais on parie sur le fait que si on promeut des formations en anglais, de nouveaux publics seraient en mesure de postuler et de s'intéresser aux études en France. Alors, je voudrais revenir à M. Texier, qui, lui, gère donc un établissement dans lequel les enfants sortent, les enfants sortent et ils sont souvent trilingues. Est-ce que vous imaginez qu'il serait possible de se dire que dans ces établissements MLF ou AEFE, il y ait en fait des formations bilingues ou bilangues depuis le début pour que les enfants puissent intégrer la langue du pays et intégrer le français, ou alors que la France se positionne plutôt dans les établissements locaux, c'est-à-dire que le français soit enseigné dans les établissements locaux, pour qu'on puisse faire de l'attractivité par ces biais-là aussi? En fait, ça marche plutôt très bien, puisqu'on le fait déjà. C'est-à-dire que j'ai eu deux expériences finalement un peu opposées, mais quelque part similaires. Au lycée français de San Francisco, on a vraiment une base de lycée français sur laquelle on injecte des éléments clés du programme américain. Les enfants, dès leur plus jeune âge, ont 5 à 6 heures d'anglais par semaine, et donc sortent de notre école en étant parfaitement bilingues. Donc on a bien quelque part la preuve que ça fonctionne très bien. J'ai eu une autre expérience en Australie, c'était l'inverse. L'établissement était une base d'établissement australien et d'établissement public australien dans laquelle on a injecté le programme français avec un programme binational au primaire et puis quelques opérations d'ajustement sur le secondaire. Dans tous les cas, les enfants sortent parfaitement bilingues et biculturels. J'insiste aussi sur ce point-là parce que on a une concurrence d'établissements internationaux qui utilisent les langues comme un produit d'appel, mais qui au final ne forment qu'un bilinguisme, peut-être le mot est peut-être un peu fort en disant d'apparat, mais en tout cas qui n'a pas d'ancrage vraiment culturel. Un des points sur lesquels on travaille beaucoup, c'est vraiment d'être capable d'avoir des enfants qui sont bilingues, mais aussi biculturels, à travers le programme français, à travers le programme américain, ou en Australie,
c'est la même chose. Pour revenir sur ce que vous disiez, Sophie, c'est tout à fait possible en fait de prendre, et on a eu la chance de pouvoir développer ça en Australie sur plusieurs autres villes, de prendre un établissement public local et de créer un programme bilingue avec au premier degré, notamment au primaire, c'est très simple d'avoir un programme. Enfin, dans la plupart des cas, c'est assez simple d'avoir un programme binational. Les attendus au primaire sont souvent les mêmes d'un pays à l'autre. Donc, c'est assez facile finalement d'amener un prof français dans une école de n'importe quel pays, faire un enseignement à 50-50 ou 80-20, enfin selon, après il peut y avoir différents dispositifs, mais qui permettent de créer du bilinguisme assez vite, à un coût zéro pour la France, et qui fonctionne plutôt bien. Ça permet pas quand même, à mon sens, d'avoir la même portée que ce qu'on peut trouver dans un lycée français à l'étranger, qui va vraiment avoir une offre qui va se déployer du premier degré jusqu'au baccalauréat. On voyait qu'en Australie, où on avait un petit peu ce format-là d'une école publique australienne dans laquelle on injectait du programme français, on était quand même extrêmement pyramidal, et de cohortes de 80 élèves au premier degré, on finissait avec une classe qui passait le bac à 12, 15, 20 élèves maximum. Donc, et principalement des Français. Donc, on voit bien que ça a ses limites quand même. Ces programmes bilingues homologués français dans des écoles publiques locales, mais ça fonctionne quand même très bien. Et en matière de bilinguisme et de rayonnement de la France à l'étranger, c'est un outil qui, je pense, a été bien compris, puisque ces écoles partenaires dans des écoles publiques se développent quand même beaucoup. Hein. Elle représente aussi un risque pour les établissements français tels que le nôtre à San Francisco, puisque ça permet d'avoir des offres bilingues de qualité et souvent gratuites, puisqu'elles sont dans des écoles publiques. Merci beaucoup. Alors, en fait, avant de passer aux questions du public, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été très, très vite abordé, et interroger peut-être Monsieur l'ambassadeur, si vous êtes encore là, et Lourdes, pourquoi vos enfants et vous-même n'avez pas fait le choix des études supérieures en France? Quel a été le basculement? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les élèves, les bacheliers, et on voit un petit peu aussi au lycée, même si c'est un petit peu évolué, pourquoi est-ce que les enfants qui ont fait toute une scolarité française ne vont pas automatiquement en France? Je ne sais pas si Lourdes, tu veux dire quelque chose, ou Monsieur l'ambassadeur, qui c'est qui veut prendre la parole? Mais tu es en mute, Lourdes. Oui, d'accord, merci beaucoup, Sophie. Oui, moi, je pense que c'est une question importante, et même, disons qu'on parle de choses tout à fait différentes quand on pense à une éducation bilingue, ou bien une éducation qui est suivie toute dans un système français, comme c'était le cas pour moi et pour ma fille qui a fait toute sa scolarité au lycée franco-mexicain, qui d'ailleurs est une école qui a été fondée en 1937, donc la présence française au Mexique date depuis très longtemps. Et je dois dire que mon cas était un peu différent que celui de ma fille, parce que j'ai fait une grande crise après le bac, et de vouloir faire de la physique et des maths, je ne savais plus quoi faire. Et alors, bon, l'idée d'aller dans un système américain où on ne doit pas faire le choix directement, mais on peut commencer à faire différentes études et puis finalement faire le choix de la carrière est une chose importante. Mais dans le cas de ma fille, je dois dire que ce n'était pas une fille qui était déterminée à suivre ses études aux États-Unis. Et en fait, une grande partie de ses amis sont partis en France. Mais moi, je trouve qu'il y a un moment dans lequel, au lycée, et je dois dire, bon, je reconnais que c'était le temps de la pandémie et c'est difficile. Ma fille a passé son bac en 2020, un bac scientifique, mention très bien, donc elle aurait très bien pu partir en France. Mais je trouve que ce n'est pas juste une question de marketing. Ça serait trop simpliste de penser que c'est la question pour laquelle les enfants ne vont pas en France. Il est beaucoup plus facile de connaître l'offre américaine que l'offre française. Et ce n'est pas seulement une question de simplicité, vu le fait que les universités américaines viennent ici, viennent sur le lycée, sur le campus, depuis que les enfants sont en seconde, leur présentent des universités, etc. Mais il y a toujours un peu cette mentalité française de dire que
c'est très, très dur de rentrer en France, c'est très, très dur de faire une prépa, c'est très, très dur d'aller dans une université française. Et donc, pour les enfants, c'est toujours le blocage de est-ce que je serai capable, est-ce que je pourrais. Il y a maintenant le système de Parcoursup qui n'est pas si facile pour les enfants de comprendre. Et je trouve que, en tout cas dans le cas du lycée de Mexico, les profs ne sont pas trop sympas de vouloir vraiment expliquer aux enfants comment ça se passe. C'est toujours de leur dire « Oh non, tu vas voir, c'est très difficile, il y a trop de concurrence. Et puis en fait, vous, les Mexicains, vous n'êtes pas prêts pour vivre tout seul en France. » Même vis-à-vis des parents, c'est très décourageant d'aller dans les réunions et entendre les profs vous dire « Oh non, mais vous savez, si votre fille part en France, elle va sûrement revenir parce qu'ils n'ont pas la maturité, parce que ci, parce que ça. » Alors moi, je trouve que de ce côté-là, il y a un grand travail à faire parce qu'il faut le dire aussi, le système français a un grand avantage vis-à-vis de l'américain, c'est-à-dire que rien que penser au coût, par exemple, le coût de l'université américaine est bien plus cher, c'est bien plus difficile de trouver des bourses et pourtant, disons que c'est un choix que, bon, au Mexique, on est bien sûr à la frontière, il y a des questions pour lesquelles on veut s'intégrer aux USA, mais il y a des barrières qui sont un peu superficielles, je trouve, qui n'aident pas la France. D'autre part, je trouve qu'une chose qui n'aide pas la France, et c'est une question que j'ai vécue moi-même, ayant fait suivi une année à Sciences Po à Paris et ayant après fait des études au MIT, c'est qu'il y a toujours une question que les profs sont là-haut et nous, les étudiants, on ne peut même pas poser des questions. Alors qu'aux États-Unis, un prof qui a reçu un prix Nobel est prêt à s'asseoir à côté de vous et de vous enseigner, vous aider, etc. Et c'est une question que je la mets sur la table parce que récemment, une amie de ma fille qui fait ses études à Lyon, à l'université de Lyon, lui a raconté que les élèves n'ont pas le droit de poser des questions. C'est mal vu, disons que c'est une question où on est ridiculisé, alors que dans les universités américaines, c'est un style tout à fait différent. Alors que dans l'université américaine, on met le point sur oui, tu peux, oui, tu vas aller loin, oui, tu peux atteindre tes objectifs. Je trouve que dans l'approche française, il y a encore trop cette idée que ça va être très dur, tu ne vas pas arriver, t'es bête si tu poses une question. Alors, bon, c'est un peu un commentaire que je voulais faire. Et le dernier commentaire, c'est dire qu'il y a des différences très grandes, je pense que ça c'est déjà dit, mais entre pays, en tout cas à Mexico, le lycée français de Mexico, il grandit, il est chaque fois plus grand. Et un des problèmes que je trouve particulièrement à Mexico, pas Querétaro, c'est vraiment des profs français qui viennent de France, c'est qu'à Mexico, on a de plus en plus de profs mexicains. Et je trouve que ça, c'est une question qui pourrait aller au détriment de l'éducation française, parce qu'il faut s'assurer que ça soit vraiment cette bonne qualité de l'éducation française que l'on a toujours eue depuis, comme j'ai dit, depuis 1937. Merci. J'entends dans ce que tu dis, effectivement, mais ça, je vois beaucoup de progrès. Et en même temps, c'est vrai qu'en France, on est un peu dans une culture du peut mieux faire. Et cette hiérarchisation que je vis, effectivement, alors elle s'améliore, mais c'est vrai, et ça, j'entends effectivement, vivant moi-même aux États-Unis, on est tous quand même plutôt similaires. On sait tous se respecter sans avoir besoin de cette hiérarchisation qui fait partie, au fait, aussi de la culture française et qu'il faut pouvoir peut-être embrasser différemment. Mais je trouve que la France a fait des progrès, mais c'est vrai qu'on a tous été élevés au peut mieux faire. Les Américains, ils ont des A++, et nous, on n'a jamais 20 parce que 20, ça n'existe pas. Donc ça, mais ça, c'est une petite parenthèse. Et je ne sais pas si vous, monsieur l'ambassadeur, vous vouliez aussi réagir par rapport à ça et par rapport aux choix qu'ont fait vos enfants et vous-même. Alors, dans mon cas, ce n'était pas entre les États-Unis et la France, c'est que mes enfants voulaient étudier au Brésil. Mais la plus jeune, ma petite Victoria, est quand même partie à la Sorbonne pour étudier l'économie, donc et a eu une expérience très très positive. Mais je crois que c'est intéressant toute cette discussion parce que
je suis d'accord sur la dimension du marketing. Je trouve qu'il y a très, très peu d'informations pour les personnes qui ne sont pas déjà directement liées à la vie française ou qui connaissent déjà le système ou qui ont des parents qui ont étudié dans les lycées français. Il y a très peu de marketing du lycée dans la plupart des pays. Alors ça, je trouve que c'est quand même une question très importante. Et ce marketing, je dois vous dire qu'évidemment, moi, je le fais avec mes collègues parce que, comme je vous ai dit, je suis un fan de l'éducation française, mais c'est très, très important d'accentuer la différence parce que pour moi, le gros problème que nous vivons en ce moment, c'est que notre vision du monde occidental est divisée entre une vision anglo-saxonne qui est dominante et une vision, je crois, qui ne peut être, disons, diffusée que par la France. Parce que même si la France et d'autres pays occidentaux ont une vision différente de l'Occident, la France est le seul pays alternatif aux États-Unis, aux anglo-saxons, qui a ce réseau. Donc, vous avez mentionné là, par exemple, les études au Canada ou les études en Australie. Tout ça, c'est très... dans le Royaume-Uni. Moi, je crois que la grande force de la France, c'est de voir l'Occident d'une façon différente. Et cette différence entre la France et les autres est quelque chose d'extrêmement important d'accentuer. En ce qui concerne la langue, moi, je crois que la langue, même si je trouve qu'elle est essentielle, etc., on est d'accord, mais je comprends très bien qu'il y a un effort d'amener, par exemple, les Indiens qui ne parlent pas français et tout ça, parce que c'est pas tellement la langue qui est importante, c'est cette vision du monde, de l'humanité qui est très, très différente d'un point de vue français. Mais d'un autre côté, je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec l'autre, que les professeurs, d'une façon générale, ne stimulent pas beaucoup les élèves d'aller étudier en France. Les professeurs ont un niveau très, très, très différent. Et comme tout, comme partout, dans la diplomatie aussi, je crois qu'un peu partout, cette bureaucratisation est très, 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 très forte. Et malheureusement, le niveau des professeurs est très inégal. Et il y a aussi des situations très étranges. Par exemple, je vous dirais, par exemple, les lycées au Brésil, qui évidemment, avec notre monnaie, l'euro fait que les études, que le coût du lycée français au Brésil, que ce soit à Rio, à São Paulo ou à Brasilia, doit être plus élevé évidemment dans la mesure où il y a une dévaluation du réal. Il y a par exemple des choses très étranges. Je ne sais pas si ça se passe au Mexique aussi, mais par exemple à Brasilia, le prof de portugais était française et parlait extraordinairement mal portugais. Le prof d'éducation physique venait de la France. Et donc, et avec des explications que je dois dire étaient assez difficiles à comprendre. Et tout ce genre et tout ça, je crois que ça rentre dans une logique que je vois aussi dans la diplomatie, c'est-à-dire on est beaucoup plus préoccupé de protéger les enseignants, la structure, etc., que vraiment vouloir projeter une image de la culture française, une image de la France et une version alternative de l'Occident qui a un rôle extraordinaire à jouer dans ce monde très, très, très complexe dans lequel nous sommes en train de vivre. Et en disant ça, je suis tout à fait navré que je vais devoir vous quitter. J'aurais adoré écouter vos commentaires, mais je comprends que c'est enregistré, donc je pourrai le voir après. Mais merci encore une fois de m'avoir invité et d'avoir la patience de m'écouter.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et de toute façon, on reste en contact. Je vous enverrai le petit compte rendu parce qu'il y a effectivement un mélange de beaucoup d'idées qui ont d'autres places ailleurs pour être effectivement réanalysées, voir comment on peut faire mieux. Donc, merci beaucoup et on vous tient au courant. Merci beaucoup. Voilà. Et je voudrais passer la parole à madame Vidya Suresh, qui a levé la main mais que je ne vois pas. Je ne sais pas du tout, vous êtes en mute, donc je ne sais pas du tout. Donc la personne, oui, elle me dit qu'elle est en mute, elle souhaite faire part de 2 éléments qui sont importants pour la promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger. Elle est sur le terrain, le champ de bataille en Inde, et depuis 16 ans. Ce qu'elle constate, c'est que le service de coopération universitaire au sein de l'ambassade de France ne fait pas la différence entre Campus France et la coopération universitaire. Campus France doit se charger de la promotion et le service de coopération universitaire doit préparer le terrain pour créer plus de mobilité encadrée. À l'heure actuelle, les deux se préoccupent des chiffres. En Inde, pays important pour attirer des Indiens. Donc, je ne sais pas si, monsieur Msilti, vous souhaitez répondre à cette question ou intervenir. Pas vraiment une question, mais c'est intéressant comme commentaire. Tout à fait, merci beaucoup pour ce commentaire. En fait, un des axes que je n'ai pas cité, mais qui vient d'être mentionné, c'est le développement de la mobilité encadrée. On encourage les établissements dans le cadre des partenariats avec effectivement les établissements à l'international, que ce soit en Inde ou ailleurs dans le monde, à développer des partenariats renforcés de manière à ce que ce soit les enseignants de ces écoles, de ces universités étrangères qui recommande un peu, dans le cadre d'une mobilité, soit programme d'échange, soit une formation de diplômante, la destination en France au sein de l'établissement partenaire français. Vous voyez, donc effectivement, c'est un axe qui est en cours de développement et j'entends effectivement qu'il y ait une superposition peut-être des missions, mais sachez que le SCAC et l'espace Campus France, qui en fait partie, œuvrent dans tous les pays à un seul objectif, renforcer l'attractivité, promouvoir la destination France. On n'est pas rentré dans les formats présentiels lorsque la pandémie n'était pas là, le permettait, mais on a développé des outils aujourd'hui numériques qui permettent justement de mettre en place des salons virtuels et on a remarqué que l'intérêt a augmenté dans certaines zones où on n'était pas inattendu, entre guillemets. Merci. Alors, elle nous dit aussi qu'un deuxième élément, que nous sommes plusieurs à avoir parlé des moyens dont disposent les Américains, et la France, elle a, pour le coup, la main sur tout ce qui est l'expérience. Et c'est vrai, je pense aussi que ça fait partie des atouts français, en fait. Un point, si vous permettez, Sophie, en 2 mots, un point justement, un levier sur lequel il reste encore une marge de progrès, c'est l'offre qui peut être faite aux diplômés internationaux une fois qu'il finit ses études. C'est très important. Beaucoup de pays sont très bons dans ce domaine-là. On est un peu en retard, donc il faudrait trouver les bons leviers pour montrer les perspectives qui s'offrent à ces internationaux, parce qu'ils ont toujours besoin non pas d'un diplôme, mais aussi d'une première expérience professionnelle. Et je pense que là, il y a quelque chose qui pourrait être amélioré. Oui, très bien. Mais ça, on prend note aussi. Je ne sais pas du tout. Sophie, si je peux me permettre, juste pour renforcer ce point-là, je crois que c'est important pour 2 choses. C'est d'abord, à relativement court terme, effectivement, attirer des bons étudiants parce qu'ils vont se dire, j'ai quelque chose, si je fais mes études, je peux trouver aussi du boulot avec, en France ou autour de la France, mais en tout cas, je vais avoir quelqu'un ou une organisation qui va m'aider à le faire. Il faut donc que j'ai une forme d'assurance pour ça. Et si je suis un jeune étudiant, il faut aussi que mes parents peut-être aient une forme d'assurance là-dessus. Il ne faut pas oublier ça, parce que les étudiants au niveau licence, ils auront besoin des conseils de leurs parents dans certains cas. Et puis, c'est important aussi à long terme dans ces perspectives que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cultivé un lien d'appartenance. Si j'ai fait une carrière intéressante comme chercheur, comme quelqu'un dans une entreprise ou dans une organisation, que sais-je, et que je suis fier de la carrière que j'ai eue, eh bien, je vais être fier aussi de l'institution qui m'a formé. Tout à fait. Et ça, je pense que tu as raison de dire ça, Christian, parce que je le vois très, très fort dans les universités américaines. Je vois, par exemple, que le lycée, effectivement, à San Francisco est en train de mettre ça en place depuis plusieurs années et ça marche de mieux en mieux, ce sentiment d'appartenance.
et d'alumni qui existe beaucoup dans le système anglo-saxon et qui l'est un peu moins en France. Voilà. Oui, Vidya disait par expérience, elle entendait l'expérience culturelle et c'est vrai que les Américains sont loin derrière. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Et cette expérience française, ce savoir-faire français, je pense que ça, c'est aussi quelque chose sur lequel la France ne doit pas avoir honte, au contraire, qu'il faut promouvoir et vendre, si j'ose dire. Mais je pense aussi, encore une fois, que culturellement, il y a cette dissonance entre l'excellence de la France, l'excellence de son produit et la honte peut-être ou à le vendre ou à le promouvoir sans avoir parfois, dans certains endroits, un petit peu encore, et là je veux choquer personne, mais parfois c'est un peu ressenti comme un esprit un peu colonialiste où ils se disent, bon, ben nous on va arriver, on sait tout, on va tout faire et ceux qui nous aiment vont nous suivre, les autres on s'en moque un peu. Et je pense que là, la France aussi, elle a un petit peu ouvert ses oreillettes pour être beaucoup plus, j'ai envie de dire, inclusive et se dire qu'elle a aussi quelque chose à vendre que les gens ont très envie d'avoir, mais que parfois, il faut savoir les attirer différemment. Ça, c'est mon expérience très, très personnelle. Est-ce que je vois Agnès qui lève la main, c'est ça? Oui, bonjour à tous. Donc Agnès Lovert, je suis en Indonésie, à Jakarta. Donc je suis expert technique en éducation auprès du ministère de l'Éducation indonésien. Et donc oui, effectivement, j'aurais voulu rebondir un petit peu parce que c'est un débat très intéressant. Merci à vous tous. Et pour parler un petit peu de l'expérience en Indonésie. Effectivement, alors je voulais rebondir déjà sur ce qu'avait dit Monsieur Silti sur la différence de travail au sein des ambassades entre ce qui relève de la coopération et ce qui relève de Campus France. Effectivement, Campus France, bon, à l'ambassade de France en Indonésie, nous avons un représentant Campus France qui en fait aide les étudiants indonésiens à partir en France pour faire leurs études. Et par ailleurs, au niveau du SCAC, nous avons des personnes qui s'occupent de la coopération entre la France et l'Indonésie. Et la coopération, c'est d'autres projets. Par exemple, ce sont des choses, en ce moment, on est en train effectivement de monter des écoles bilingues en Indonésie. Ça s'est fait également au Vietnam. C'est-à-dire, ce sont des écoles qui prennent les enfants là indonésiens, ou au Vietnam, c'était donc des enfants vietnamiens, dès le plus jeune âge, vers 6-7 ans, et qui leur font suivre toute leur scolarité en vietnamien et en français, ou en indonésien et en français. Ce sont des écoles d'élite, et c'est un système qui fonctionne très bien, mais qui demande évidemment beaucoup de suivi de la part de la coopération française. Et ça permet, au moment du baccalauréat, aux étudiants indonésiens ou vietnamiens de partir faire leurs études en France. Et là, ce sont des jeunes qui sont effectivement complètement bilingues. Et ça forme en fait une nouvelle élite dans ces pays-là qui, elle, est capable de s'intégrer dans les entreprises d'Indonésie ou du Vietnam et qui deviennent parfois même, bon, on a des alumni qui deviennent ministres ou bon, qui soutiennent de façon très importante les entreprises françaises. Donc ça, c'est intéressant. Il y a d'autres mode de coopération. Par exemple, personnellement, je travaille sur le projet Schneider. C'est un centre d'excellence en éducation qui, en fait, c'est une coopération entre l'entreprise Schneider et le gouvernement, enfin le ministère de l'Éducation indonésien, qui permet de rénover. Nous avons rénové jusqu'à présent 90 lycées professionnels indonésiens à la française, entre guillemets, et avec des produits en électricité qui viennent de l'entreprise Schneider. Et ça marche très bien. Et ça, donc, c'est aussi des modèles qui se font et qui permettent aux gens de bien connaître les formations françaises. Voilà, donc oui, je voulais revenir aussi sur les enseignements en anglais. C'est vrai que en ce moment, je suis en train de négocier au niveau du ministère indonésien en fait, le ministère des Finances indonésien a mis en place des bourses pour partir à l'étranger étudier, et on est en train de faire entrer de nombreux diplômes français
de façon à ce que les étudiants indonésiens puissent partir en France avec des bourses importantes. Et c'est grâce effectivement aux listes de Campus France de diplômes en anglais. Et c'est vrai que ces diplômes en anglais permettent d'ouvrir complètement l'enseignement français à l'étranger, et c'est important parce que c'est une ouverture incroyable, et ensuite les étudiants reviennent avec une culture française et l'apprentissage de la langue française. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter sur mon expérience en Indonésie. Donc par rapport à ce que vous disiez, Madame Suberville, je pense que de plus en plus, on arrive en fait à vendre les produits français et à vendre les formations françaises. Et en tous les cas, en Indonésie, on a de plus en plus d'étudiants qui partent en France pour leurs études supérieures. Donc, c'est quand même de bonnes nouvelles. Si, voilà. Alors, hein, non, c'est vrai qu'il y a, mais je dis qu'il y a beaucoup de progrès. C'est-à-dire que quand moi, j'étais étudiante au lycée à Mexico, tout le monde voulait aller au lycée français. Aujourd'hui, ce qu'on voit et ce que je pense que Madame Melgar a aussi partagé, c'est qu'en fait, il y a moins d'élèves, et même les Français locaux, et ça, monsieur l'ambassadeur l'avait partagé, monsieur Texier peut peut-être aussi témoigner, c'est que c'est plus difficile que ça ne l'était. Et, oui. Alors, après, il y a des pays, effectivement, où peut-être que la France était peut-être moins présente parce qu'il y avait peut-être moins d'expats, parce que je pense qu'à l'origine, c'était un petit peu ça. On a malheureusement pu trouver personne sur le continent africain, parce que là, je pense qu'il y a énormément aussi de travail qui est fait justement pour former les gens dans les pays, pour les faire venir en France, etc. Peut-être que Monsieur M. Silti, vous pourriez, je ne sais pas si vous avez des chiffres par rapport à l'Afrique, mais j'entends ce que vous dites. C'est pas que on est très très bon. Moi, j'allais dire on est très très bon, mais peut-être qu'on se vend pas aussi bien que par rapport aux produits. Oui. Mais ça, c'est encore une fois mon ressenti, voilà. Et je sais qu'il y a une personne qui a une école au Japon, Monsieur Fabien, je ne vous vois pas, Fabien Levé. Donc, je ne sais pas si vous voulez partager un petit peu cette expérience. Alors là, on ne vous entend pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais… Non. Oui, ça a mieux. Là. On ne vous entend pas très fort. Bon. Je vous remercie, Madame Suberville, pour l'organisation de ce débat. Cher Christian, merci également. Cher Vincent, merci. Et donc, un débat passionnant qui, pour nous adultes, on sait tous que l'éducation, c'est donc la clé pour disons, le bien-être mondial. Et en tant que parents, et je sais qu'il y a des parents parmi nous ce soir, on sait aussi que c'est l'antichambre, en fait, d'une carrière professionnelle qu'on espère tous à succès, puisque en tant que parents, c'est un peu le but dans la vie qu'on s'est fixé, c'est de permettre à nos enfants d'être heureux. Alors, je voudrais simplement compléter ce qui a été dit à travers mon expérience à moi, qui est celle d'un fondateur d'école à l'origine d'une crèche à Tokyo, qui est l'une des 4 villes les plus importantes dans le monde, dit-on, en termes culturels, scientifiques, économiques et politiques. Et le fait est que le mois prochain, j'ouvre un nouveau campus de 400 places. Donc, en seulement 2 ans et demi, le fait que cette école elle grandit si vite et en quelque sorte qu'elle soit en voie d'être remplie, eh bien, ça peut s'expliquer par le fait qu'on est à l'EIFJ, qui est l'école internationale franco-japonaise de Tokyo. On a réussi en quelque sorte à prendre le meilleur de chaque école ici à Tokyo et à faire de cette école française internationale une école réellement internationale qui a convaincu et qui convainc toujours plus des élèves qui viennent de la British School, de l'American School. Et on est passé par des stratégies diverses en essayant de régler les problèmes de certains parents, comme l'ambassadeur coréen d'Olago qui nous a quittés et qui nous a expliqué que c'était l'un des problèmes que lui ressentait dans ses lycées français de l'étranger, la bureaucratie. On s'est tourné vers une stratégie customer friendly, donc être proche de nos clients, des parents d'élèves qui nous confient la responsabilité de leurs enfants, en étant extrêmement transparent sur les programmes,
en les invitant régulièrement à des événements culturels, des événements qui expliquent un peu ce que c'est que le système éducatif français également et ce vers quoi il tend. Et on s'est aussi attaché à faire du marketing plus ou moins agressif parce que là, en effet, on est soumis à une pression concurrentielle importante ici à Tokyo. Ce sont les écoles internationales américaines, anglo-saxonnes qui captent l'essentiel des élèves ici à Tokyo et dans le monde. Hein. J'en parlais récemment avec Samantha Casbonne à un colloque qu'elle avait organisé avec le ministre Jean-Michel Blanquer. On sait que ce sont les anglo-saxons qui captent l'essentiel des élèves. Et donc, pour nous, école française, on est obligé là, de surfer un peu sur des tendances du moment qui sont en quelque sorte l'américanisation du monde. Hein. On ne se voit pas la face. On sait qu'il est essentiel d'enseigner l'anglais dans toutes les écoles du monde, tout en bien sûr gardant notre identité et notre niveau d'excellence. Alors c'est un petit peu contradictoire, il faut veiller à ce que le bilinguisme dont parlait Emmanuel Texier, mis en place dans de nombreuses écoles du monde et dont la mienne, ce bilinguisme non seulement attire à nous des élèves anglo-saxons, mais on prend un risque de faire baisser en quelque sorte le niveau du français. Donc, dans mon école, on a mis en place un dédoublement des classes. Les élèves qui arrivent dans l'école avec des niveaux en anglais ou en français bas reçoivent environ 2 heures de FLE, de français langue étrangère, ou de ESL, English as a Second Language, enseignement chaque matin pour que ensuite les élèves puissent suivre le programme français de l'éducation nationale. L'ambassadeur Correa Dolago, il mentionnait également le fait que le niveau des professeurs est inégal. Et il a tout à fait raison. C'est une critique récurrente dans ces écoles françaises de l'étranger. On passe du coq à l'âne, souvent. Et notre réponse à nous, à l'OIFJ, c'est de signer un accord. Récemment, on a signé un accord cadre avec un INSPE en France, celui de Clermont-Ferrand, qui est rattaché à la EFA, d'ailleurs, qui forme les professeurs, les futurs professeurs des écoles françaises de l'étranger. On s'est aperçu que la formation était essentielle de leur côté également et qu'un professeur des écoles qui sortirait donc d'une académie en France et qui aurait enseigné en France n'aurait pas forcément les qualités requises pour enseigner à un public majoritairement allophone. C'est ce à quoi nous faisons face ici à Tokyo, un public majoritairement allophone, d'enfants qui sont nés, qui ont grandi à Tokyo et qui n'ont pas du tout les bases en français pour suivre le programme de l'éducation nationale français, qui est un programme chargé, complexe et de grande qualité. Donc voilà, il faut former les professeurs beaucoup mieux que cela, en leur permettant de venir passer quelques mois dans une école française de l'étranger comme la nôtre, pour qu'ils puissent faire face à un public allophone, qui est celui des Français du futur en quelque sorte. On a de plus en plus d'expats qui se fixent dans ces pays d'Asie, d'Afrique, etc. Pour revenir sur ce que disait M. Texier, cette américanisation donc des cursus, elle est importante pour capter ce public anglo-saxon. Et il a mentionné l'IB, l'International Baccalaureate. Eh bien, on surfe un peu là-dessus également de notre côté à l'OIFJ. On lance l'IB et j'entrerai bientôt en discussion avec l'AEFE pour qu'on essaye de fusionner même l'IB avec le programme français de l'éducation nationale. C'est quelque chose qui n'a pas encore été fait et plutôt que d'avoir à créer 2 voies à chaque fois, eh bien, je pense que l'IB et le programme français mériteraient d'être fusionnés pour convaincre encore mieux les anglo-saxons d'étudier dans une école française de l'étranger et qui permettrait à ces élèves, au sortir du lycée, eh bien, d'étudier dans n'importe quel pays. L'IB est reconnu mondialement, c'est un fait. Ils ont réussi ce beau tour de force de promouvoir ce système international. Pour revenir sur ce que disait Christian au sujet donc des alliances d'écoles, c'est une excellente idée. Il faut renforcer ces alliances et même, pourquoi pas, créer des alliances entre l'école américaine et l'école française pour que là aussi, on montre notre excellence en s'alliant avec les meilleures écoles des pays donnés. J'aimerais aussi parler des classements. Alors voilà, c'est important que les écoles françaises soient classées
Et je rebondirai là-dessus en disant qu'on a besoin d'homologation. Ce sont les homologations qui nous donnent une visibilité mondiale, locale d'abord et mondiale ensuite. Et l'OIFJ s'attache énormément à décrocher ces homologations. Et pas seulement l'AEFE, mais d'autres. Pour revenir donc cette fierté d'appartenance également, on lance à l'OIFJ un réseau d'alumni à l'américaine, là aussi. Il faut montrer à tous nos élèves et à leurs parents qu'il y a une continuité ensuite dans ce réseau français de l'étranger. C'est que ces élèves continueront de communiquer entre eux, seront un jour chefs d'entreprise ou artistes ou je ne sais quoi, mais ils sauront d'où ils viennent et ils garderont cette fierté d'avoir étudié dans une des meilleures écoles d'une ville donnée. Pour ce que disait Monsieur Silti, je serais ravi, moi, d'accueillir un jour à l'OIFJ un responsable de Campus France qui puisse en effet convaincre nos élèves d'étudier en France. On me disait récemment que Polytechnique est l'une des écoles d'ingénieurs les moins chères du monde, en fait, et l'une des meilleures du monde. Eh bien, peu de gens le savent, peu d'Américains savent que plutôt que d'étudier au MIT ou d'autres écoles très coûteuses, forcément, eh bien, étudier à Polytechnique permet d'avoir un cursus de grande qualité pour un coût, je crois, dérisoire, à 5 000 €, je crois, les études à Polytechnique. Et enfin, pour terminer sur des questions, celle de Mme Melgar, qui disait pourquoi les élèves ne vont-ils pas en France? Eh bien, ça passe par une meilleure explication, un meilleur marketing de ce qu'on peut proposer en France. Et enfin, on a peu parlé du coût de la scolarité, mais c'est un fait, c'est que les écoles françaises de l'étranger sont parmi les moins chères dans le monde. Alors, elles attirent de cette façon de nombreux parents d'élèves, mais qui parfois peuvent se dire que c'est si peu cher que la qualité en prend un coup. Et c'est un petit peu le cas à Tokyo. On s'aperçoit que l'offre en anglais est de piètre qualité parce qu'on ne sait pas forcément attirer à nous les professeurs anglo-saxons qui ont beaucoup de qualité. Et le fait est également que nos écoles sont trop chères pour que les parents y envoient leurs enfants dès la crèche. À l'OIFJ, on est désormais la crèche internationale la moins chère de Tokyo pour justement pouvoir capter un public dès le plus jeune âge et pour lui permettre à ce jeune public de développer très vite des qualités linguistiques. Et je rejoins en ce sens Stanislas Dehaene, qui est conseiller du ministre de l'Éducation. On sait désormais, c'est prouvé scientifiquement, que les enfants apprennent bien mieux les langues étrangères entre l'âge de 1 et 10 ans. Et on a la prétention de pouvoir former des trilingues. Ce sont les trilingues qui feront les entreprises françaises et leur succès dans l'avenir. Ce sont les trilingues qui seront embauchés parmi les premiers par toutes les entreprises françaises ici implantées à Tokyo. C'est ce qui explique pourquoi la Chambre de commerce franco-japonaise est très, très au fait de ce qu'on est en train de faire à l'OIFJ. C'est parce qu'elle sait que nous formerons ceux dont les entreprises auront besoin dans le futur. Donc, il faut passer par une professionnalisation, je pense, tôt de nos cursus, en fait, d'expliquer aux parents tout simplement qu'on forme des futurs travailleurs dans un pays donné. Excusez-moi d'avoir été un petit peu long, mais ce sont des idées qu'on met en place très, très vite et j'aurai grand plaisir de poursuivre les discussions lors de prochains débats. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Levet. Là, j'ai un petit problème de connexion. Je rentre et je sors de la salle et malheureusement, de toute façon, il va falloir qu'on vous quitte. Je voulais passer la parole rapidement à Christian. Vous remercier tous d'avoir accepté de venir ce matin. Énormément de sujets ont été abordés. On a beaucoup parlé effectivement de la scolarité pré-bac. On va peut-être organiser autre chose pour parler peut-être un peu plus des études supérieures, mais je remercie beaucoup Monsieur M. Silti d'avoir accepté de venir avec nous, tous les participants, Lourdes, Monsieur l'ambassadeur qui nous a quittés là maintenant, enfin qui est parti. Merci Fabien pour votre intervention. Je vais passer la parole à Christian pour le mot de la fin et je vous remercie encore beaucoup tous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne journée pour ceux qui commencent leur journée. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir accepté sur votre horaire très chargé de participer à cet événement aussitôt le matin avec moi. Et je vous dis à tous à bientôt. Là, je ne vous vois plus sur mon écran, mais je vous dis à bientôt. Il faut que je sois très bref parce que, encore une fois, tout le monde a des impératifs.
et j'ai moi-même une réunion qui a déjà commencé. Donc très brièvement, je crois qu'effectivement, il y a énormément de matière. On voit bien que les questions en fait, disons, de promotion de l'éducation à la française ne se posent pas de la même manière pour l'enseignement primaire et secondaire que pour l'enseignement supérieur, parce qu'on parle finalement pas aux mêmes personnes de la même manière. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait important. Donc il y a beaucoup de choses qui nous restent à creuser. Je pense que les débats sont très riches. On voit qu'il y a beaucoup de réussites et des choses qui sont parfois plus difficiles. On aurait plus de temps, on verrait avec M. Mfilti pourquoi éventuellement la position de l'Allemagne, qui ne dispose pas de classement bien meilleur que ces établissements français, qui n'a pas le réseau d'écoles allemandes à l'international qu'a le système français, et pourtant grignoter progressivement pour l'enseignement supérieur la position d'autres pays européens, dont la France. Donc là, c'est un point qui est intéressant, mais on ne va pas débattre de ça aujourd'hui. C'est des questions qui nous restent à creuser. Alors, la seule chose que je vous demande, c'est de rester en contact avec ce que nous allons produire, et puis j'espère qu'on pourra vous soumettre quelques idées et tester vos réactions à quelques idées sur des propositions que nous voudrions faire pour cultiver ce que la France sait bien faire dans ces deux domaines, de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, d'une part, et de faire toujours mieux, d'autre part. Et je voudrais terminer en remerciant une fois de plus tout le monde, en particulier Sophie, qui a eu la main sur cette réunion d'aujourd'hui. Et encore une fois, toute ma gratitude à ceux qui se sont levés très tôt et à ceux qui se couchent très tard. C'était passionnant et j'espère encore une fois que ce n'est qu'un début. N'oubliez pas de regarder ce que fait le club. Et encore une fois, nous avons comme vos coordonnées, on vous sollicitera sur quelques questions et réactions. Merci infiniment.